Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour le Paris Container Day en 100% remote. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est sain et sauf à la maison. Euh, je vais vous présenter donc justement, parler de conteneurs évidemment, parler de Kinative et de Cloud Run et comment est-ce que la portabilité peut se faire sur n'importe quel cloud provider grâce à cette technologie de conteneurs. Alors pour ma part, je suis Guillaume Blaquière, je suis Go développeur expert sur le cloud et je suis aussi consultant chez Sphere sur notamment tout ce qui est cloud et surtout Google Cloud parce que je connais surtout Google Cloud et très peu les autres. Alors tout d'abord, avant de parler de portabilité, pourquoi est-ce qu'on a besoin de portabilité? Pourquoi ce thème de la portabilité, et en plus on en parle assez souvent en ce moment, donc pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Déjà, on peut vouloir faire du déploiement multi-cloud parce qu'on a des besoins contractuels, des besoins de localisation particulière dans un pays. Typiquement, j'ai déjà déployé une application chez AWS en France, parce que AWS a un data center en France et Google n'en a pas encore. Ça va arriver normalement en 2022. Mais voilà, donc typiquement une application est passée chez AWS pour des raisons de localisation. On peut aussi avoir de l'hybrid cloud. Alors qu'est-ce que c'est que l'hybrid cloud? C'est la possibilité de faire aussi bien du on-prem que du cloud, donc d'avoir quelque chose d'hybride. Et ça peut très bien convenir aussi à des contraintes réglementaires. J'ai en tête, alors je crois que c'est plus le cas maintenant, mais jusqu'à très récemment c'était le cas avec le Luxembourg, qui demande à ce que les données de compte bancaire, de paiement du Luxembourg soient traitées sur le territoire de Luxembourg. Donc vous pouvez avoir des applications qui tournent dans le cloud, mais tout ce qui est processing de données de paiement doit se faire on-premise au Luxembourg, parce qu'il n'y a pas apparemment de cloud provider au Luxembourg. Donc vous avez quelque chose d'hybride entre les deux, et ça marche très bien aussi. Et vous pouvez avoir besoin de portabilité dans ces cas-là. Un point plus stratégique maintenant, c'est vous voulez pas être verrouillé, bloqué avec un cloud provider et sa politique financière de prix ou de licence. C'est quelque chose qui effraie beaucoup les décideurs aujourd'hui, notamment avec l'historique, avec SAP, avec Oracle, avec Microsoft de plus en plus avec les licences Windows. Ça peut faire peur d'être verrouillé sur un cloud provider et de dire vous inquiétez pas, on peut y aller sereinement, si on veut, on change. Et ça permet de débloquer des budgets, notamment au niveau des CFO qui peuvent accélérer le processus. Et enfin, ça va être des contraintes contractuelles qui vous dit je veux que vous déployiez ici. Récemment, ça m'est arrivé chez un client qui était en fait une collectivité, une agglomération, et comme forcément ce sont les contribuables de l'agglomération qui financent le projet que l'on vendait, il dit je veux pas que vous déployiez ça sur Google Cloud, je veux vous le déployer sur un data center qui va être sur ma commune pour que ça bénéficie, pour que l'emploi bénéficie aux habitants de l'agglomération. Voilà. Donc c'était un deal qui était comme ça. Donc on a dû prendre des conteneurs qu'on avait sur Google Cloud et les mettre sur du Kubernetes typiquement dans ce data center. Donc voilà, pour des raisons comme ça peut arriver. Et au cours d'un projet, on peut démarrer un projet sans avoir besoin de portabilité et au bout d'un moment, ça peut arriver. Ça se prévoit pas forcément dès le début de faire quelque chose d'hybride, de multi-cloud ou d'avoir des clients, des nouveaux clients qui nous mettent des contraintes contractuelles que l'on n'avait pas précédemment. Et on parle aussi de serverless. Alors pourquoi de serverless? Parce que quand on va parler de Kinative et on va parler de Cloud Run est un produit serverless de Google Cloud. Kinative va amener une expérience serverless pour les développeurs sur Kubernetes. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par serverless? Alors le serverless, ça va surtout être un modèle, en tout cas le modèle tel qu'on le connaît assez bien, c'est le modèle opérationnel. Modèle opérationnel, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, j'ai pas de serveur à gérer, j'ai pas de réseau à gérer, j'ai pas de backup à gérer, j'ai pas de haute dispo à gérer. Tout ça, c'est géré par le cloud provider. Donc c'est sécurisé, je n'ai rien à faire de particulier, j'ai pas patché les serveurs, j'ai pas à les mettre à jour, j'ai pas à vérifier. C'est le cloud provider qui s'engage à faire ça pour moi. Et surtout, on paye à l'usage. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de provisionner à l'avance des machines. On laisse le cloud provider avoir sa gestion de machines et nous, on vient en prendre, on en consomme et dès qu'on a fini, on arrête de payer. Voilà, c'est vraiment le principe du serverless où vous consommez, vous payez, vous consommez pas, vous ne payez pas. Ça va très bien pour les applications, par exemple, dans mes entreprises. Vous avez des personnes de 9h à 18h et la nuit ou le week-end, vous n'avez personne. Et à ce moment-là, vous ne payez rien. Mais on peut aussi voir le serverless d'une autre façon, d'une façon plus programmatique, plus orientée mes développeurs.
Qu'est-ce que veut un développeur? Un développeur va vouloir déployer, développer des services pour rendre un service justement pour amener de la valeur à un client, à un utilisateur. Ce service va répondre à des événements du cloud, des événements externes, comme des événements HTTP. Et pour le développeur, il se moque un petit peu de là où va tourner son conteneur, son service. Il veut que ce soit portable, que ce soit déployé sur Google Cloud, sur AWS, sur Azure, on-prem, sur une VM, dans Kubernetes. Quelque part, le développeur veut amener de la valeur à son client, à son utilisateur, et pas forcément savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est cette expérience-là que va pouvoir amener Knative dans ce contexte-là, en tout cas dans cette présentation-là. Alors justement, je parle de développeur expérience, donc l'expérience développeur quand on est dans du serverless, qu'est-ce que c'est? En fait, le développeur, si on prend vraiment son métier assez brut, si on occulte totalement ce qui se passe autour en termes d'infrastructure, son but, ça va être de déployer, de faire du code et de le packager chaque fois qu'il en a besoin et facilement pour ne pas que ça lui prenne trop de temps. Une fois que ce code est fait, il est packagé, il va le tester. Et bien sûr, son rêve, c'est de pouvoir tester localement. Localement parce que ça va être plus rapide et plus réactif quand on teste. C'est plus simple d'itérer, de changer des choses localement. Et d'être quasiment sûr que ce qui va tester localement, ça va être exactement la même chose qui va se passer quand il va être dans n'importe quel environnement. Sur le cloud, en dev, en staging ou même en production. Et que s'il y a un problème en production, il peut prendre ce qui se passe en production, le mettre sur son poste, il aura exactement le même comportement. Aussi, pour débugger, c'est aussi plus simple de le faire de manière locale. Une fois que tout ça est fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déployer et il ne va pas se prendre la tête pour savoir où est-ce que c'est déployé. Il dit je déploie mon service, mais c'est tout. Et forcément, quand le service est en production, il va y avoir des retours, peut-être des bugs, peut-être des demandes d'évolution, et donc il va falloir itérer sur ce cycle. Et donc cette expérience développeur, c'est ça que veut un développeur, et quelque part que ce soit du Kubernetes, du Knative, du on-prem, de la VM, le développeur, c'est pas son affaire. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir cette expérience-là de développeur, parce que c'est son métier de développer et de faire ce cycle-là. Et donc, un des moyens de faire ça est d'utiliser le conteneur. Ça tombe bien, parce qu'on va parler Container Days et on va parler de conteneur. En fait, le conteneur, c'est simplement une façon de packager une application. On peut y mettre ce qu'on veut à l'intérieur, n'importe quel langage, à partir du moment où on peut l'exécuter dans le conteneur, ça suffit. On va pouvoir mettre n'importe quelle librairie et n'importe quel binaire que l'on peut installer. Typiquement, en termes de binaire, j'ai un cas d'usage où j'étais dans une société qui fait toujours d'ailleurs de l'IoT et qui en fait depuis 20 ans et qui donc avait des modules, il y a encore quelques-uns qui étaient en vie, qui avaient plus de 20 ans, avec des binaires pour décoder ces messages de ces devices IoT. Et ils étaient écrits en C. Et comment est-ce qu'on fait pour déployer du C quand on fait de la Cloud Function ou du App Engine? C'est pas possible. Il aurait fallu réécrire les décodeurs de ces messages en Python, en Go, en Java, en autre chose. Avec du conteneur, on a pu réutiliser ces binaires, les envelopper dans du Python, et en fait on a pu les réutiliser tels quels directement dans un conteneur. Donc c'est vraiment une façon d'encapsuler l'application dans le contexte que l'on souhaite, et on peut faire ça aussi avec des images de base, du Linux, du Windows, avec rien installé, avec aucune distribution, des distro-less, ou alors avec du Ubuntu, du Debian, ce que vous souhaitez, ou même avec déjà des runtime installés, par exemple avec du Python, du Java, peut-être un builder pour faire du Go. Voilà. Vous avez un large écosystème de base. Vous pouvez aussi vous construire vos propres images de base parce que vous voulez, je sais pas, installer un agent de monitoring sur toutes vos images afin de pouvoir superviser vos conteneurs en production. Vous avez vos images de base et tous vos développeurs partent de ces images de base pour construire leurs applications ensuite. Donc ça, tout est envisageable et puis faisable, et c'est ça la force du conteneur, d'avoir plusieurs couches où on a les couches de base et puis vous ajoutez les vôtres et à la fin on a un conteneur qui est complet. Mais surtout le point sur lequel je veux insister, parce que j'entends encore beaucoup de choses assez horribles à ce sujet-là, c'est que c'est un standard de l'industrie. On entend beaucoup parler de Docker ou de Docker conteneur. J'ai entendu récemment le mois dernier dire est-ce que tu as mis ton Docker en production? Ce qui sémantiquement est absurde, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on a mis un conteneur en production mais pas Docker?
Docker est une super entreprise qui a démocratisé le conteneur avec une facilité pour pour les décrire, pour les construire et pour les exécuter. Donc Docker est une super société, mais en aucun cas le conteneur est propriété de Docker. Aujourd'hui, on a des applis, des frameworks comme Jib en Java ou Go en Go qui permettent de faire des conteneurs sans avoir Docker installé sur sa machine. Donc, ça peut être intéressant pour certains environnements, mais surtout c'est plus rapide et puis surtout on n'est pas lié à Docker. Voilà, il n'y a pas de propriété avec Docker, donc là aussi en cas de lock-in, on n'est pas locké, on n'est pas verrouillé avec Docker si on fait du conteneur. Voilà, c'était un point à appuyer. Peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais peut-être pas pour tout le monde. Ensuite, on va parler de ces conteneurs, c'est très bien, on peut en faire plein, beaucoup. On peut les scaler, on peut les créer, mais le problème c'est qu'on va vouloir les orchestrer. Quand est-ce qu'on les crée, quand est-ce qu'on les détruit, quand est-ce qu'on les remplace, quand est-ce qu'on les met à jour, et toute cette orchestration est compliquée à faire. Et récemment, il y a quelques années, 5-6 ans, je ne sais plus exactement, Kubernetes est arrivé sur le marché. Et ça a un petit peu bouleversé le monde, et aujourd'hui c'est l'outil principal, c'est le leader, on va dire, pour orchestrer des conteneurs en production. Alors qu'est-ce que fait Kubernetes avec un K? Je vous dirai pourquoi je parle du K ensuite. Mais rapidement, Kubernetes va simplement gérer vos conteneurs. Il va les gérer, il va les créer, il va les détruire, il va les surveiller s'ils fonctionnent bien ou pas. Donc, il va y avoir des health checks si le conteneur, plutôt le pod c'est un ensemble de conteneurs. Si le conteneur ou le pod ne répondent pas, Kubernetes va tuer ce pod, en recréer un autre. S'il y a beaucoup de trafic, s'il y a beaucoup de charges CPU, va créer plus de pods, donc faire du scale out. S'il n'y a plus de trafic, faire du scale down. Voilà. Tout ça, Kubernetes le fait de manière automatique au niveau des conteneurs. Donc les conteneurs vont se créer sur ce qu'on appelle des nodes, sur des VM, avec du CPU et de la mémoire. Et ce que fait aussi Kubernetes, c'est qu'il va gérer le cluster. C'est-à-dire que le cluster, il va pouvoir dire si j'ai pas assez de place dans mon cluster, s'il me manque des VM pour créer mon nouveau pod, je vais créer une nouvelle VM, je vais l'ajouter à mon cluster, un nouveau node, et ensuite je vais pouvoir déployer mon conteneur sur mon pod, sur cette nouvelle machine. Pour faire ça, il le fait de manière automatique. En fait, on ne dit pas à Kubernetes ajoute-moi un conteneur, on lui dit je veux 3 pods. Et c'est lui qui se débrouille pour créer le nombre de machines qui vont bien, créer les pods qui vont bien, s'assurer qu'ils soient actifs. En fait, on déclare ce que l'on veut, et après, c'est toute l'intelligence, de la magie de Kubernetes qui fait qu'il s'assure en permanence que le cluster est dans l'état que l'on souhaite. Parce que forcément, si vous avez un cluster de plusieurs centaines, plusieurs milliers de machines, il y a forcément des machines qui vont tomber, parce que physiquement, il y a une machine qui tombe, voilà, c'est comme ça, elle est cassée, donc il faut la recréer, il faut recréer les pods qui étaient dessus. Vous avez du trafic, il faut faire du scale up, du scale down, il faut optimiser la répartition des pods sur le cluster. Tout ça, c'est fait par Kubernetes de manière automatique. Et vous avez moins de choses à faire. Moins de choses à faire, plus d'automatisation, ça fait plus de temps pour vos ops pour faire autre chose, en tout cas des choses à plus grande valeur ajoutée, puisque toute la partie automatisation est déjà implémentée dans la logique de Kubernetes. Et enfin, un des points importants, c'est le fait que Kubernetes est 100% open source, et ça œuvre aussi pour la portabilité, puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui peut se mettre un peu partout, et si on est open source, on peut le prendre et l'installer où est-ce qu'on souhaite, on-prem, sur son environnement local, sur n'importe quel cloud provider, et aujourd'hui, les grands cloud providers du marché ont tous un service Kubernetes managé pour vous permettre de faire du Kubernetes facilement chez eux. Donc pourquoi je parle de K? Parce qu'en fait, Kubernetes commence par un K, et vous allez voir que plein de produits vont aussi commencer avec un K. Vous avez Courrier, vous avez Kong, vous avez Knative, Kubernetes forcément. Bref, vous avez plein de produits, plein d'éléments qui se créent dans la sphère Kubernetes qui commencent par un K. À tel point que certaines de mes personnes, quand elles parlent, même sur mes Twitter, comme Aurélie, utilisent le K pour écrire bouquin. Alors là, c'est juste une blague sur Aurélie, qui est une GDE Cloud aussi, une des dernières françaises à être rentrée, d'ailleurs la première française GDE, donc on est très content d'avoir enfin une femme avec nous. Donc je crois que c'est la dernière qui a été nominée en France. Et en fait, elle a
ce talent, parce que moi je l'ai pas, donc forcément c'est vraiment un grand talent, de pouvoir simplifier, de pouvoir schématiser avec des sketch notes facilement les concepts de Docker et de Kubernetes. Et donc si vous voulez commencer à avoir des penses bêtes, des notes, voilà, si vous avez des questions sur Docker ou Kubernetes, allez voir ces sketch notes ou ces livres. Voilà, c'est vraiment super bien fait, c'est pratique. En un coup d'œil, vous comprenez le concept et puis ils n'avaient pas besoin de passer 2 heures à potasser de la doc. C'est génial. Voilà, c'est pour ça que je vous mentionne. Je parle de Docker, je parle de Kubernetes. Je ne peux pas vous parler ne pas vous parler de Aurélie sur ce sujet-là. Si on continue dans les cas, toujours pour Knative, qu'est-ce que Knative? Knative, en fait, ça va être une API donc, qui a été créée au-dessus de Kubernetes, donc qui s'installe sur Kubernetes, qui va permettre de servir du trafic et des workloads de manière serverless. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est donner une expérience serverless pour les développeurs. En effet, vous avez un cluster, donc forcément, le cluster, il faut le gérer, il faut ajouter des machines, il faut les patcher, tout ça, mais on va dire que ce sont les ops qui vont faire ça dans votre entreprise, et les développeurs, eux, vont juste vouloir déployer des services sur cette infrastructure. Et faire en sorte que si je déploie un service et qu'il n'y a pas de trafic HTTP, à ce moment-là, il n'y a pas de pods qui sont créés, on ne va pas consommer de la ressource dans le cluster s'il n'y a rien à faire. Et par contre, il y a beaucoup de trafic, parce qu'on est en production et il y a beaucoup de trafic, c'est le Black Friday, c'est ce que vous voulez, à ce moment-là, on crée beaucoup de pods et on prend de la ressource dans le cluster en conséquence. Donc c'est vraiment ce côté scalable qu'on peut retrouver bien sûr sur un cluster Kubernetes qui va être lui plutôt statique ou figé. En tout cas, c'est plutôt aux ops de gérer ça. Donc c'était créé par Google. Maintenant c'est un open source. Il y a plus de 50 sociétés qui travaillent sur le sujet. Et ça promet une portabilité entre différents environnements Knative, que ce soit donc sur du Google Cloud, mais aussi sur de l'Amazon, sur de l'Azure, sur du on-prem. À partir du moment où on a Kubernetes et Knative installés, normalement, la promesse, et c'est les démos qui vont suivre, c'est de dire que c'est portable et qu'il n'y aura pas de problème. Il y a 2 types de features implémentées. Il y a la partie eventing pour tout ce qui va être événementiel et tout ce qui va être serving pour tout ce qui va être servir du trafic HTTP. Vous avez le lien ici si vous souhaitez. Et je parle bien de trafic HTTP, puisque Knative Serving arrive avec 2 contraintes, avec 2 contrats, enfin un contrat avec 2 contraintes, on va dire. Le premier, c'est de dire qu'il faut servir de requêtes HTTP. Alors pourquoi HTTP? C'est assez important, parce que si vous faites du Kubernetes, si vous réglez la scalabilité dans Kubernetes, vous êtes basé sur la consommation CPU, sur la consommation mémoire. C'est tout. Alors, il y a aussi des custom metrics qui sont arrivés récemment, mais au début, c'était uniquement CPU et mémoire. Et si vous avez un fort trafic réseau qui arrive, le temps que ça prenne la charge CPU, le temps que ça prenne la charge mémoire et que Kubernetes décide de scaler up votre application, il peut y avoir un délai, et par exemple, dans le Black Friday, vous n'avez pas ce délai-là, vous allez perdre des dizaines, des centaines, des milliers d'utilisateurs et autant de chiffre d'affaires en face. Donc l'idée est de dire, j'ai un agent qui écoute le trafic HTTP, et cet agent a l'intelligence de provisionner en avance des pods en fonction du trafic. Pas de trafic, mais l'agent déprovisionne tous les conteneurs, tous les pods. Vous avez une requête, l'agent va créer un pod. Vous avez plusieurs requêtes qui arrivent, l'agent va commencer à dire, tiens, il faut que j'en crée 2, 3, 4, il va faire du load balancing entre toutes les instances, entre tous les pods qui ont été créés. Donc ça, c'est le principe de Knative et la force d'utiliser du HTTP pour ça, qui le différencie de Kubernetes et de son mode de scalabilité habituel. L'autre partie du contrat, c'est d'être stateless. Donc stateless, pourquoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir attacher de disque directement sur le conteneur, sur le pod que l'on va créer. Il va falloir s'interfacer avec des services externes, soit dans le cluster Kubernetes, soit ailleurs dans le cloud provider, pour une base de données, pour stocker des fichiers, pour autre chose. Mais lui, le conteneur en lui-même, pour faciliter la scalabilité up and down, on va juste avoir des ressources en mémoire. Donc vous avez toujours un système de fichiers sur lequel vous allez pouvoir écrire avec Knative, mais ce sera en mémoire. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez supprimer le conteneur, vous allez tout perdre parce que c'est juste écrit en mémoire. Voilà, donc la contrainte, c'est
un service HTTP, donc on sert des requêtes HTTP et on est stateless, on s'interface avec 2 services externes pour sauvegarder de manière persistante les données et pas dans le conteneur, pas dans le pod en lui-même. Ensuite, quel est le rapport entre Knative et Cloud Run? Parce que j'ai parlé de Kubernetes, j'ai parlé de serverless, j'ai parlé de beaucoup de choses, et Cloud Run. En fait, Cloud Run est un service totalement managé de Google Cloud qui vous permet de servir des conteneurs en production et surtout de manière serverless. Donc là, vous avez un conteneur et en quelques secondes, hop, vous le déployez et magie du serverless, ça monte. En fait, avec Cloud Run managé, le cluster n'est pas géré par vous, il est géré par Google, donc vous n'avez rien à provisionner à l'avance. Vous prenez votre conteneur, vous le déployez et en quelques secondes, hop, vous avez le conteneur qui est démarré, up and running. Ça scale automatiquement, donc ça scale à jusqu'à 1000 instances par défaut, ou ça scale à 0 si vous n'avez pas de trafic. Donc forcément, vous payez en fonction du trafic que vous avez, du nombre d'instances que vous avez, et donc en fonction du nombre de CPU que vous consommez en rapport au nombre d'instances, bien évidemment. Et enfin, Cloud Run est totalement compatible avec Knative. C'est-à-dire que les API que vous avez implémentées, que Google a implémentées dans Knative, c'est exactement les mêmes, que Google a implémentées dans Cloud Run, sont exactement les mêmes que les API publiques de Knative. Donc ça veut dire que le même fichier de description d'un service Knative sera déployable sur Cloud Run, puisque c'est la même description, c'est les mêmes API. Donc c'est aussi ça la force, c'est de pouvoir dire qu'on peut déployer sur Cloud Run ou sur Knative, c'est la même chose, c'est les mêmes API, pas besoin de changer des choses. Et donc, c'est ce que je vais vous démontrer avec 4 démos. Alors, vous avez compris, je suis plutôt orienté Google Cloud, parce que je suis Google Developer Expert, mais la première démo que je vais vous faire, je vais la faire sur AWS EKS, avec bien sûr Knative installé sur EKS. Donc EKS, c'est le service Kubernetes managé par AWS, et je vais installer Knative sur EKS pour vous démontrer qu'on va déployer un conteneur, en tout cas un service Knative sur EKS. Je vais faire la même chose avec GKE, donc le service Kubernetes managé de Google Cloud, avec Knative aussi installé dessus. La troisième démo, ça va être une variante. Donc toujours pareil, un cluster GKE, donc un cluster sur Google Cloud, mais cette fois-ci avec un add-on Cloud Run qui est ajouté. Alors je vais vous montrer la différence entre Knative et l'add-on Cloud Run. Forcément, vous vous doutez bien que l'add-on Cloud Run est basé sur Knative, mais il va ajouter quelques fonctionnalités propres à Google Cloud. Et enfin, dernière démonstration, le même fichier de description de service, je vais aussi le déployer sur Cloud Run pour montrer que le même fichier de description, on peut le déployer sur les 4 démos exactement de la même manière, sans rien changer. Et c'est là toute la force de Kubernetes et de Knative. Pour faire cette démo, je vais me baser donc sûrement sur un fichier de contenu. En tout cas, je vais faire différentes choses. Je vais d'abord déployer un cluster Kubernetes ou K8s, c'est l'abréviation que vous verrez aussi. Donc les clusters sont déjà déployés parce que ça prend quelques minutes, plusieurs minutes avec AWS. Voilà, vous pouvez tester par vous-même, vous verrez, ça prend 2-3 minutes sur GKE, ça prend 10-15 minutes avec EKS. Je vais installer Knative dessus, donc je vais juste vous montrer le script que j'ai utilisé pour installer. Je suis allé sur la partie Knative, Quick Start, Install, et j'ai copié-collé, j'ai mis ça dans un script pour pouvoir le répliquer sur différents environnements. Donc rien de sourcil, en tout cas je n'ai rien inventé sur ce sujet-là. Je vais déployer un conteneur tout simple, un service qui est tout simple, et je vais le tester et vous montrer le résultat. Le service que je vais déployer, c'est celui-là, donc le fichier de description que vous avez ici. C'est exactement le même que je vais avoir dans la démo. Sauf l'image, en fait, j'ai juste changé l'image ici, mais en tout cas la description c'est exactement ça. Et c'est ce même fichier qui va être déployé sur EKS, GKE, GKE avec Cloud Run et sur Cloud Run totalement managé. Ce même fichier là va être portable un peu partout et je vais vous démontrer ça dans la démo. Pour cette première démo, on est donc sur le service EKS de AWS, donc EKS pour Elastic Kubernetes Service. Donc Kubernetes managé par AWS, donc le control plane, la partie master est géré par AWS et on attache des nodes, donc des machines au cluster pour avoir de la ressource pour faire le processing.
Donc ici, je vais vous grossir un petit peu l'écran si vous souhaitez. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que mon cluster s'appelle Knative. J'ai un pool qui a été créé, un pool de machines, que j'ai appelé pool, pour être original. 2 machines sont attachées et on a ici donc l'état qui est actif. Donc pour réaliser cette démo, je vais la faire via un environnement Shell qui existe en ligne. Donc je vais utiliser Cloud Shell pour faire ça. Donc pour Cloud Shell, donc, je vais arriver à me connecter sur d'abord la console AWS, donc sur Knative. Donc pour ça, j'ai un petit pense-bête qui est ici, hein, donc pour installer la CLI et pour me connecter dans la région, donc c'est US East 2. Si on retourne ici, on voit bien qu'on est dans l'Ohio. Donc voilà, mon cluster est dans l'Ohio, donc je vais me connecter avec cette ligne de commande là. Donc qu'est-ce que fait cette ligne de commande? Elle met à jour ma configuration kubeconfig que vous voyez ici avec les credentials pour me connecter au cluster EKS que j'ai créé, Knative. Et donc si par exemple je fais un kubectl get nodes pour voir les nodes que j'ai sur mon cluster, je vais en avoir normalement 2. Comme je vous disais, donc j'ai 2 nodes qui existent sur AWS. À partir de là, je vais installer Istio, non, pas Istio, je vais installer Knative sur le cluster. Donc pour ça, je me suis créé un script. Donc je vais vous le présenter ici. Le script n'a rien de sorcier. J'installe d'abord les dépendances Knative. Ensuite, j'installe le service mesh, donc qui va gérer toute la partie réseau de Knative, parce que Knative se base sur des requêtes HTTP, donc on a besoin d'une partie réseau. Donc ça va être courrier qui est ici. Et à la fin, on va m'afficher, me présenter la commande à lancer pour récupérer l'URL à appeler. L'URL à appeler parce qu'en fait, quand je déploie Knative, forcément, on a un service HTTP. Donc en face, on va avoir un load balancer qui va être créé. Et ce load balancer va avoir une IP ou une URL pour pouvoir le joindre et attaquer les services déployés sur Knative. Donc je vais lancer ce script. On va faire un petit clear. Voilà, donc le script qui est comme ça. Donc il va installer plein de ressources sur le cluster. Donc là, on le laisse faire. Et après, je vous présenterai le fichier que j'ai créé, hello.yml, donc ce fichier YAML de description. Donc là, ça va aller assez vite, hein, il n'y a pas grand chose à créer. Donc tout ça c'est de manière automatique. Et donc le script, je l'ai repris de la partie Knative Getting Started. Rien de difficile ou de compliqué à faire. En tout cas, je n'ai rien inventé. Alors voilà, donc là on a fini. On a directement l'IP externe à joindre. Donc en fait voilà, donc avec AWS, vous verrez c'est différent avec GKE. Avec AWS, on vous propose donc une URL d'un load balancer, donc d'un ELB, Elastic Load Balancer, créé sur Amazon. Et avec GKE, vous verrez c'est plutôt une IP qui est présentée ici. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir mon fichier Hello. Alors, on va faire un petit peu de place sur l'écran. On va rafficher le fichier Hello. Donc c'est le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Description du service Knative Serving. Son nom, ça va être Hello. Et le conteneur à utiliser, donc c'est un conteneur Cloud Run tout à fait classique. Pour le déployer, donc kubectl, apply, on va appliquer un fichier qui va s'appeler hello YAML. Et c'est tout. Donc là, la ressource, elle est créée. On va vérifier qu'elle existe bien. Voilà, dans le namespace par défaut, donc celui actuel. Et donc, on va avoir tout plein de choses qui vont s'afficher. Donc, on a bien le service qui a été créé et on a différentes choses. On va avoir un déploiement, on va avoir une révision, un service, des configurations et une route. La route est très importante parce que c'est le nom du service. En effet, si je reviens sur le déploiement qui a été fait précédemment, alors je ne l'ai pas, c'est pas grave, on va faire un clear. Alors je reviens sur mon script. En fait, sur mon script, je dois lancer cette commande-là pour connaître quelle est l'URL du load balancer. Voilà, donc on fait ça et donc l'URL c'est celle-là. Parce que lorsque je vais faire un curl sur cette URL, forcément ça va rien me répondre. Parce qu'il n'y a rien qui répond en face. En tout cas, l'agent qui a installé l'agent Knative ne sait pas vers quel service router la requête, donc il ne me répond rien.
Donc l'idée c'est de lui dire, je veux que tu me routes le service vers mon service Hello que je viens de créer. Donc si on se refait un petit get all ici, on va voir que le service il est déployé avec le nom, alors il va s'afficher, voilà, le nom hello.défaut, donc c'est nom du service, point nom du namespace, .example.com. Pourquoi? Parce que je n'ai pas défini de DNS sur mon cluster, donc c'est le nom par défaut. Donc là j'ai copié ce nom là, et ce qu'on va faire exactement le même curl, mais à ce moment là on va lui dire, je te mets un header en plus et je te dis que je viens du host qui est celui-là. Donc si je viens de là, je veux que tu me routes vers le service Hello que je viens de déployer. Et donc lorsque je lance ça, cette fois-ci, la requête est routée vers le service. Donc là on a une page HTML qui s'affiche et on voit le conteneur semble ne pas être fonctionné sur Cloud Run, etc., etc. Donc on a bien quelque chose qui répond. Donc ça c'était pour AWS EKS. Alors pour la suite de mes démos, nous allons travailler uniquement sur GCP. Donc on va commencer par GKE. Donc GKE, j'ai déjà créé 2 clusters à l'avance. Donc le cluster Knative avec justement ce GKE sur lequel Knative est déjà installé, et le cluster GKE avec Cloud l'add-on Cloud Run qui est en plus. On va commencer par se connecter sur ce cluster. Donc on clique sur Connect, on copie la ligne de commande ici, on la colle là, et notre kubeconfig, notre contexte kubeconfig est connecté sur ce cluster. Donc même chose que la dernière fois, on peut faire le script. Bon là je l'avais déjà fait avant parce que ça prend quelques minutes, quelques secondes, ouais, une grosse minute de créer le load balancer côté Google, donc c'est pour ça, pour gagner du temps, j'ai fait ça. Mais on peut repasser le script, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, on déclare un état au cluster Kubernetes. Vu que l'état est déjà là, vu que je l'ai déjà passé précédemment, rien ne sera fait, c'est pour ça qu'on va du unchange, rien ne sera fait puisque l'état est déjà actif et donc Kubernetes n'a rien à faire de nouveau pour atteindre l'état que l'on désire. Donc, par contre, à la fin, on voit que on a une IP, et donc pas un load balancer, pas un ELB, pas une URL comme on avait avec AWS, mais cette fois-ci on a une IP physique du load balancer qui a été créée automatiquement dans le contexte Google Cloud. On peut le voir d'ailleurs le load balancer, mais c'est pas forcément l'intérêt ici. Comme la dernière fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc un kubectl, on va appliquer une configuration, je vais y arriver, apply-f, et on va y mettre le fichier hello. Donc même fichier que la dernière fois, on le repasse, et comme tout à l'heure, le service hello est créé. On va faire comme avec AWS, on va faire un get all pour voir qu'est-ce qui s'est créé. Et on va voir qu'en fait, on a donc cette ressource qui est créée ici. Comme tout à l'heure, on va faire un curl. Donc cette fois-ci, un curl sur cette IP. Donc on va récupérer cette IP. On va dire, je vais faire un curl. De la même manière, je vais devoir mettre un header. Donc avec un host. Et je vais y mettre le nom juste après. Et j'attaque cette IP. Alors le host, en fait, c'est le même que la dernière fois, puisque comme on est dans le même contexte Kubernetes, comme on a cette contexte de portabilité, j'ai pas défini de DNS, donc le DNS par défaut est donné, nom du service, namespace, example.com. On copie ça, on le met à la suite, et on appelle le service qui répond immédiatement, comme quoi on ne semble pas être lancé sur Cloud Run. En effet, on est sur GKE sans l'add-on Cloud Run qui est déployé, donc on n'est pas sur du Cloud Run, mais en tout cas ça fonctionne, on a une réponse qui est faite. Donc là, on était vraiment dans le contexte Knative. Maintenant, on va passer sur Cloud Run sur GKE. Donc là, en fait, on a déjà Cloud Run, l'add-on Cloud Run qui est installé. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Knative avec des petites choses en plus pour Google Cloud. Alors, ces petites choses en plus, je vais vous les montrer juste après, mais je vais encore faire la même cinématique que ce que je viens de faire sur Knative. Même cinématique, on va se connecter à ce cluster. De la même manière. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déployer le service. Pour aller plus vite, on va faire comme ça. Donc, on va appliquer.
Donc de la même manière, on a créé le service. Et comme on l'a fait précédemment, on va appeler le balancer. Par contre là je ne l'ai pas, donc je vais aller dans service et ingress. Et vous allez voir donc tous les services qui sont déployés. On va avoir deux services Hello, forcément, un sur Knative, un sur Cloud sur GKE. Et on va avoir aussi des gateways, des ingress gateways qui vont exister. Alors là, on va avoir du Istio Ingress et on a du courrier. Donc j'ai installé avec courrier, donc le service mesh que je mets courrier pour Knative. Et par contre, c'est Istio qui est utilisé dans le don pour GKE. Donc je vais copier cette IP qui est ici. Voilà. Hop, on la copie. Et je vais faire la même commande curl que tout à l'heure, sauf qu'on va remplacer l'IP par la nouvelle. Voilà. Donc ça marche de la même manière. Sauf que cette fois-ci, il ne détecte pas qu'on tourne sur du Cloud Run. Alors en effet, c'est pas du Cloud Run, c'est du Cloud Run sur GKE et pas du Cloud Run totalement managé. En tout cas, je peux vous assurer que c'est bien ce service-là que j'ai attaqué, puisque c'est bien cette IP qui est sur le Cloud Run sur GKE. Par contre, qu'est-ce que ça change? On va pouvoir aller voir ce service. Donc là, on voit bien qu'on a deux services Hello qui ont été créés, un service qui est sur Knative et un service sur Cloud Run on GKE. Si maintenant on va sur l'interface Google Cloud de Cloud Run, alors il va y avoir un petit peu de mes affaires à moi qui existent, parce que c'est mon projet perso, mais là on va avoir un service Hello qui a été créé, qui tourne sur le cluster Cloud Run sur GKE, défaut. Et on voit bien que c'est moi qui l'ai déployé il y a quelques minutes. Hein. Donc là, 5h06, vous regardez, et 5h08 ici. Donc voilà, donc c'est bien ce service-là qui a été déployé. Donc on a cet add-on qui nous permet de visualiser, en plus dans la console, le fait de déployer, le fait de voir les services qui existent. Donc si on peut voir les services, on peut aller le consulter. On peut voir le YAML qui a été déployé. Typiquement, on peut voir ça, donc qui est assez simple. Le conteneur qui a été déployé et puis tout ça. On peut voir la liste de mes dérivations, etc. Comme on travaille avec Google à ce niveau-là, avec Google Cloud, on n'est pas sur du Knative et du Kubernetes un petit peu un standalone, on est vraiment intégré à la plateforme Google Cloud. On va pouvoir aussi déployer un nouveau service avec uniquement les commandes gcloud. Alors on peut faire un gcloud. Je crois que c'est un service qui est encore en bêta. On va dire run, service, replace. Alors là, il faut que je donne la plateforme qui va être sur GKE. Donc on donne le nom du cluster. Cluster qui s'appelle Cloud Run on GKE avec un cluster location qui va être un US Central One -C, puisque c'est un cluster qui est zonal. Il va falloir que l'on fasse quoi? Que l'on donne le nom du fichier et le .yaml, et je crois qu'on est bon. Donc qu'est-ce qui se passe? On déploie le service Hello dans le namespace sur le cluster Cloud Run sur GKE. Donc voilà, donc on a pu utiliser la commande gcloud pour faire la même chose. Comment est-ce qu'on voit que c'est la même chose? Ici j'avais une seule révision de déployer. Attention, la magie, hop, je recharge et finalement j'ai une nouvelle version qui vient d'être déployée. Juste maintenant, certes c'est le même conteneur qui a été déployé qui est ici, mais cette fois-ci j'ai utilisé la commande gcloud pour faire ça. Et donc j'utilise le même fichier. Et finalement, ça va nous amener à la dernière démo d'utiliser Cloud Run totalement managé. Puisqu'en fait, comme Cloud Run totalement managé, on ne gère pas le cluster, donc on ne peut pas se connecter au cluster avec un kubectl. D'ailleurs, c'est un peu un cluster Kubernetes qui est derrière, c'est quelque chose interne à Google. Je pense que c'est du Borg, mais en tout cas, on n'a pas accès la main de suite. Le seul moyen d'interagir avec ce cluster managé par Google, c'est la commande gcloud. Donc je vais faire exactement la même chose. Sauf que au lieu de donner tous ces paramètres ici de cluster, alors il y a un petit peu de lag. Voilà, alors finalement la plateforme que je vais utiliser, c'est la plateforme manager. Je vais donner une région
qui va être la même, US Central One. Là, c'est une région, c'est pas une zone. Et puis, c'est tout. On va pouvoir déployer comme ça. Et peut-être le nom du service, non, le nom du service est dans le fichier, donc il n'y a même pas besoin. Donc finalement, je déploie un nouveau service cette fois-ci. Alors, on va aller le voir. Donc il va se créer, création de service, routing, ok. Donc finalement, si maintenant je reviens sur l'interface Cloud Run, qu'est-ce que j'ai? Donc je vais refiltrer par les services qui s'appellent Hello. Donc cette fois-ci, j'ai deux services Hello. J'en ai un qui est sur un cluster GKE, l'autre qui n'est pas sur un cluster, donc qui est totalement managé. Et donc je peux aussi y accéder. Donc si on y accède, donc là on voit qu'on a directement une URL, un HTTPS qui est proposé. On peut la prendre et l'atteindre, et on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que cette URL elle est protégée et voilà, mais personne ne peut y accéder. Pour faire ça, on va changer simplement les permissions facilement. On va ajouter, alors c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous voulez rendre un service qui est public, un user particulier qui s'appelle All Users, et on va lui donner le droit, simplement ici, d'invoquer, donc sur un droit Cloud Run qui est ici, d'invoquer, Cloud Run Invoker, notre service. Donc j'autorise un accès public de mon service et on n'a plus qu'à recharger la page et cette fois-ci ça fonctionne. Et là on fonctionne bien sur du Cloud Run et donc on voit bien le nom de la révision et le projet sur lequel ça tourne. Donc voilà, donc ça conclut les 4 démonstrations que je voulais vous faire. AWS EKS, GKE avec Knative, GKE avec la donne Cloud Run et Cloud Run totalement managé, où le même fichier de configuration, le même YAML de configuration du service est utilisé quel que soit l'environnement. Le même conteneur est utilisé quel que soit l'environnement. Et on a une expérience serverless pour le développeur qui déploie son service, quelle que soit la plateforme. Il ne voit pas la différence puisque c'est le principe de cette expérience développeur où il ne voit rien. Voilà, alors les démos ont vraiment démontré cette portabilité du même conteneur, du même service en tout cas, sur Knative, en tout cas sur quelle que soit la version de Knative et quel que soit le cluster Kubernetes qui est en dessous. Même un cluster Kubernetes qui n'existe pas, c'est juste un cluster Borg sur la partie totalement managée de Google, donc sur Cloud Run totalement managé. On ne va pas tourner sur du Kubernetes, mais tourner sur un système propre à Google, mais les API Knative sont les mêmes, donc finalement le comportement et l'expérience est exactement la même. Au final, ce qu'on peut voir, c'est que la même expérience, on va pouvoir la déployer, enfin, la même expérience de développeur, on va pouvoir l'avoir soit sur du Cloud Run totalement managé, ou sur du Cloud Run sur un cluster GKE, donc mes Cloud Run sur Anthos. Le service s'appelle Cloud Run sur Anthos pour déployer sur GKE, mais aussi, donc, comme c'est du Knative, on va pouvoir l'avoir sur n'importe quel cluster Kubernetes avec Knative installé au-dessus de Kubernetes. Donc sur EKS, comme je l'ai démontré, mais aussi ça va être sur de l'Azure, aussi sur du on-prem, aussi sur de l'AKS avec Azure, où vous souhaitez faire. Il y a juste une différence de fonctionnalité que vous allez avoir, gagner ou perdre en fonction de l'environnement sur lequel vous êtes. Typiquement, si vous êtes sur du Cloud Run totalement managé, vous n'avez pas de cluster à gérer. Donc vous n'avez pas d'ops, pas besoin de patcher les machines, pas besoin de les provisionner, pas besoin de les maintenir, pas besoin de les surveiller. Voilà, tout ça c'est géré par Google. Vous payez qu'à l'usage. Vous n'avez pas non plus à pré-provisionner votre cluster, vos machines, et à les payer full time. Non, vous êtes facturé qu'à ce que vous consommez sur Cloud Run à 5000 secondes près. Donc vous avez peu d'opérations à faire. Par contre, comme ce n'est pas vous qui gérez le cluster, vous êtes dépendant des choix que fait Google sur la taille des machines, sur le nombre de CPU, le nombre de mémoire, sur ce que vous pouvez faire dans ce cluster. Donc vous êtes limité forcément. Vous avez aussi des contraintes sur la durée des requêtes. Voilà, vous avez différentes contraintes que vous avez forcément, parce que ce n'est pas vous qui gérez les choses, c'est Google qui fait des choix pour vous, parce que c'est eux qui gèrent le cluster. Vous pouvez aussi dire, non, moi je veux avoir moins de contraintes, donc je gère mon cluster, donc je mets ce que je veux dans mon cluster. Par contre, c'est à moi de provisionner mes pools, c'est à moi de les maintenir, c'est à moi
de les patcher, c'est à moi de faire les montées de version de Kubernetes, les montées de version de Knative, c'est à moi de suivre toutes ces choses-là, mais je choisis ce que je veux. Je veux choisir les types de machines que je veux, des grosses machines, des petites machines, des machines préemptibles, si je veux faire des économies. Je peux mettre des GPU, je peux mettre des TPU, je peux mettre ce que je veux sur mes machines parce que je fais ce que je veux. Mais par contre, c'est à moi de les gérer. Mais forcément, on veut plus de responsabilité, donc on a plus de taf, plus de choses à faire. Mais que ce soit sur du Cloud Run managé ou du Cloud Run pour Anthos, vous allez avoir la même expérience Google Cloud. C'est-à-dire qu'au niveau de la couche sous-jacente, l'expérience autoscaling, la compatibilité Knative, le fait de pouvoir avoir des custom URLs pour arriver à personnaliser votre service avec votre propre nom de domaine. Tout ce qui est Cloud Operation, monitoring, alerting, logging, tout ça, ça va être géré aussi dans Google Cloud, et votre expérience utilisateur ou l'interface utilisateur entre Cloud Run et Cloud Run pour Anthos est exactement la même. Donc tout ça est unifié parce que vous êtes sur Google Cloud. Si maintenant vous décidez de vous extirper un petit peu de Google Cloud et de dire je veux passer sur du Knative sur GKE et pas l'add-on Cloud Run, à ce moment-là vous allez perdre des fonctionnalités, forcément la fonctionnalité qui permet de lier donc justement Knative à l'interface donc à la UI Google Cloud, à la console, forcément vous perdez cette UI, et vous perdez aussi la partie custom URL, c'est les features particulières de Google Cloud, parce que vous avez plus ce lien entre Knative et Cloud Run pour Anthos qui existe. Et si vous décidez de partir totalement de Google Cloud, vous allez conserver la partie autoscaling et la partie Knative, qui sont le cœur de Knative et de la façon de faire du serverless sur Kubernetes. Et forcément, vous allez pu avoir du Cloud Operation, et bien sûr, plus la UI et plus les features custom URL et d'autres features, parce que forcément, vous êtes plus sur Google Cloud. Mais en tout cas, vous avez toujours la compatibilité et la portabilité Knative et l'expérience d'autoscaling que vous avez avec Knative, et ça peut être aussi ce qui vous intéresse dans ce produit-là. Donc j'espère vous avoir convaincu. Si vous voulez me joindre, n'hésitez pas à le faire, soit par email, soit par Twitter. J'ai écrit des articles sur Medium, vous pouvez les voir, vous me trouvez sur LinkedIn aussi si vous souhaitez. Je tiens à vous remercier, je tiens à remercier aussi le Paris Container Days pour ce qu'ils ont fait et pour leur changement de format à la dernière minute, c'était pas forcément évident pour eux. En tout cas, bon courage à vous. J'ai une dernière chose à vous dire sur la portabilité, puisqu'on parle beaucoup de portabilité, de Knative, de multi-cloud, d'hybrid cloud. Une dernière chose, parce que il faut se méfier un petit peu des promesses que l'on peut faire. Et donc moi, c'est une promesse comme quoi, waouh, Knative, ça résout tous les soucis. Non, il faut bien avoir en tête que Knative, c'est que la partie runtime, processing de la donnée. Si demain vous avez du multi-cloud ou du cloud hybride, pensez bien que ce qui va être compliqué, c'est la gestion de la donnée. Voilà, la portabilité de la donnée est bien plus compliquée que la portabilité des workloads. Et donc, voilà, si vous avez une donnée qui est en Australie, que votre workload, vous voulez plus en Australie, vous le voulez en Belgique, oui, c'est très bien, mais par contre, les latences vont être horribles, et donc, ce n'est pas les mêmes types d'applications que vous allez pouvoir faire. En tout cas, ce ne sera pas la même expérience utilisateur. Donc, pensez bien à tout ça. Voilà, il y a bien tout à prendre en compte, la donnée et le processing. La portabilité, c'est pas magique, mais en tout cas, c'est plus facile quand on a des outils comme le conteneur ou Knative pour faire ça. Merci à vous, passez une bonne session, une bonne conférence, et puis à bientôt. Merci.